Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes mardi 28 juillet 2026 et je suis là pour parler de la guerre en cours entre l'Iran et les États-Unis. Il y a quelques instants, nous avons appris que l'Iran avait attaqué une base américaine en Jordanie. Au moins 4 missiles ont été tirés depuis l'Iran, 4 missiles accompagnés de 4 ou 5 drones. Et jusqu'à présent, d'après les photos et les images qui ont circulé, il semble qu'au moins un impact direct sur une base américaine en Jordanie ait été signalé. Et ce qui est important avec cette attaque, c'est que c'est la première fois que l'Iran attaque la Jordanie sans avoir été attaqué. Cela signifie qu'ils ont lancé une sorte d'attaque préventive. Pourquoi l'Iran aurait-il besoin de faire ça? Je pense que c'est la première question à se poser. Et l'autre point, c'est que les États-Unis, avec l'Arabie saoudite, comme on en parlait, attaquent l'Irak parce que l'Iran... Hier et avant-hier, il y a eu des informations selon lesquelles l'Arabie saoudite parlait de forces irakiennes ou de personnes faisant partie de l'axe de la résistance en Irak qui les auraient attaqués et auraient tenté de frapper certaines installations. Au moins une raffinerie en Arabie saoudite a été touchée. Ils ont dit que l'attaque venait d'Irak. Cette raffinerie, appelée la raffinerie d'Abqaiq en Arabie saoudite, a été touchée par des drones. Et puis ce soir, vous voyez les Américains. Enfin, l'attaque était en quelque sorte... Ils avaient planifié l'attaque. On voit les attaques, les cibles, dans le centre et le nord de l'Irak. Ils frappent ces personnes. Il semble que ces lieux étaient importants. Et nous ne savons pas s'ils ont attaqué des installations militaires, des munitions, ou s'ils ont touché des civils. Il n'y a pas encore de rapport à ce sujet. Il semble que certaines zones aient été attaquées. Les images montrent que plusieurs zones sont visées et qu'elles sont en feu en ce moment même, pendant que nous parlons. Mais c'est quelque chose de nouveau pour l'Arabie saoudite. Depuis le début de la guerre, nous n'avons jamais vu l'Arabie saoudite attaquer l'Irak ou attaquer l'Iran en utilisant son armée de l'air. Ils ont attaqué le Yémen à plusieurs reprises. Vous savez, cela fait très longtemps qu'ils attaquent le Yémen. Mais aujourd'hui, à mon avis, cela fait monter la tension. C'est très dangereux. Avec le temps, la situation devient très différente. Parce que si l'Arabie saoudite décide d'attaquer certaines zones, des zones civiles, au Yémen, en Irak, alors ils répondront de la même manière. Ils ne vont pas reculer. Il faut se rappeler la coalition de forces en Irak, les forces qui sont proches de l'axe de la résistance. Certains disent qu'il y a là-bas 100 000, 200 000 hommes. Nous savons qu'ils ont les munitions, leurs missiles, leurs drones. Ils sont en meilleure position que par exemple le Hezbollah. Ils ont davantage d'armes, ils ont davantage de capacités que le Hezbollah. Imaginez simplement à quel point l'escalade peut devenir incontrôlable. Mais l'Arabie saoudite a décidé d'attaquer l'Irak. Vous vous souvenez, lorsqu'ils ont commencé à attaquer le Yémen, ils ont visé certaines zones montagneuses du Yémen. Ils pensent que tous ces missiles viennent de sous cette montagne. Ils ont attaqué, après l'attaque yéménite, contre des infrastructures, contre des installations pétrolières, 3 sites, 2 raffineries, et vous savez, un dépôt de pétrole ont été touchés en Arabie saoudite. Et aujourd'hui, nous avons appris quel était le 4e. C'était la raffinerie de Yanbu, en Arabie saoudite. Ils ont donc frappé 4 points importants en Arabie saoudite, 4 points stratégiques. À ce sujet, je parle de l'économie saoudienne, parce que l'objectif principal est de frapper son économie. L'Arabie saoudite ne dispose pas, vous savez, de toutes ces bases. Elle utilise essentiellement les mêmes bases que les États-Unis. Ces avions de chasse sont sur des bases américaines. Certains de ces appareils sont peut-être en dehors des bases américaines, mais, dans l'ensemble, ils utilisent les mêmes bases. Or, ces bases ont été largement dévastées pendant la guerre entre l'Iran et les États-Unis. L'Arabie saoudite entre donc dans le combat à un moment où elle a beaucoup à perdre.
elle a beaucoup à perdre. Et si l'escalade se poursuit, regardez, imaginez simplement ce qui se passe. La combinaison des forces face à l'Arabie saoudite et l'Arabie saoudite. Supposons que l'Iran ne rejoigne pas la guerre au Yémen, aux côtés de la résistance irakienne. Comment cela va-t-il se passer? Quelles sont les cibles au Yémen? Quelles sont les cibles en Irak? Ils doivent frapper les zones où se trouvent ces forces en Irak. Ils ne peuvent pas aller frapper partout où ils le veulent. Et d'un autre côté, vous voyez, ils ont beaucoup de cibles à frapper. Je ne sais pas pourquoi l'Arabie saoudite fait ça. Toute cette guerre entre l'Arabie saoudite et le Yémen, et maintenant entre l'Arabie saoudite et la résistance irakienne, est tellement stupide. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, ni en quoi cela va les aider. C'est ça le problème. Il faut se poser la question logique. Est-ce que l'Arabie saoudite va tirer profit du conflit en cours? Je ne le pense pas. Ils vont perdre, et ils vont perdre beaucoup. Parce qu'ils peuvent riposter en frappant certaines zones civiles en Arabie saoudite, pas seulement des installations pétrolières. Et peut-être que les dirigeants saoudiens seront ciblés par ces groupes de résistance, parce qu'ils vont riposter de la même manière. S'il s'agissait d'une sorte d'attaque d'assassinat, ils riposteraient de la même manière. Et je ne sais pas quelles sont les capacités de l'Arabie saoudite, si les choses s'aggravent ainsi. Vont-ils quitter le pays? Ont-ils des bunkers dans leur propre pays? Et vont-ils tous? Ce sont des questions importantes. Mais ce qui est important, je pense, au final, c'est l'attaque contre les installations pétrolières saoudiennes. Ça va s'intensifier. Avec le temps, ils vont perdre de plus en plus. Vous vous souvenez de l'attaque iranienne contre le Qatar? Au début de la guerre, c'était une attaque de drone. Ce n'était pas une attaque de missiles, mais une attaque de drone. Ils ont détruit 17% de la capacité de production de GNL. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été réparé. Et maintenant, l'Arabie saoudite rejoint ce club. Vous savez, la guerre en arrive là, à dévaster leurs infrastructures. Combien de temps cela prend-il? Un article de Bloomberg indique qu'il leur faudra au moins 20 à 30 jours pour réparer toutes les installations touchées jusqu'ici. Mais cela signifie qu'il faut une forme de paix, des discussions, sans que la guerre continue. Si la guerre se poursuit encore et encore, cela veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir réparer leurs installations de sitôt. Donc, ils sont préparés. Il semble que le système politique en Arabie saoudite ait décidé de se sacrifier. Ils ont décidé de se sacrifier. Ils se disent, nous allons les punir, et nous sommes prêts à tout sacrifier. Voilà l'importance de ce qui se passe entre l'Arabie saoudite et l'Irak. L'autre point, c'est l'Iran. Je pense que l'Iran est en train de changer de politique. C'est nouveau. Je ne m'attendais jamais à ce que cela arrive, mais cela s'est déjà produit avec l'attaque iranienne contre Israël. Vous vous souvenez, quand Israël a décidé d'attaquer Beyrouth, le sud de Beyrouth et Dahieh, nous avons ensuite vu une attaque iranienne contre le nord d'Israël. C'était la première fois. C'était quelque chose de nouveau au moment où cela s'est produit. Et en ce moment, c'est la même chose, à mon avis. Ils avaient le sentiment, à Téhéran, on considérait en quelque sorte que les États-Unis se préparaient. Puisqu'ils ne peuvent pas utiliser, ils ne peuvent pas acheminer toutes ces armes, ces intercepteurs, vous savez, ces munitions, en Arabie saoudite, parce qu'ils seraient trop près des frontières iraniennes et qu'ils seraient frappés. L'Iran les détruirait. Donc, ils utilisent essentiellement la Jordanie comme plateforme logistique pour approvisionner toute la région, afin de préparer toutes ces attaques. Alors, avant que les États-Unis et l'Arabie saoudite n'attaquent en Irak, l'Iran a pris les devants ou a attaqué la Jordanie. C'est, vous savez, ce qui montre la communication qui existe au sein de l'axe de la résistance.
Ce n'est pas quelque chose qui, vous savez, sort de nulle part. Cela signifie qu'ils ont le sentiment que les États-Unis utilisent la Jordanie. L'objectif principal était de couper le lien entre la Jordanie et l'Arabie saoudite. C'est ce que l'Iran essaye de faire. Détruire, en gros, la logistique des munitions en Jordanie. C'est la cible principale. Et aussi réduire les capacités des États-Unis pour leur attaque, peut-être dans un avenir proche, peut-être ce soir, demain. Nous allons voir. Je pense que la guerre est en train de se produire pendant que nous parlons. Donald Trump, chaque fois qu'il a décidé, je vais faire une pause. Je vais annoncer un cessez-le-feu ou une sorte de pause et nous n'allons pas attaquer l'Iran. L'Iran ne va pas nous attaquer. Et la perception. Vous voyez le marché du pétrole, le prix du pétrole qui baisse. Aujourd'hui, au moment où le CENTCOM a annoncé que l'Iran avait attaqué une base américaine en Jordanie, le prix du pétrole a augmenté d'au moins 4,4%. Voilà à quel point le marché du pétrole est sensible. Et nous savons que l'une des principales préoccupations de Donald Trump, c'est le marché du pétrole. Mais la perception ne porte pas seulement sur les attaques en Irak. Cela veut dire que l'on comprend que les États-Unis se préparent à une nouvelle phase de guerre. Aujourd'hui, Donald Trump s'est entretenu avec Benjamin Netanyahu et Zelensky. Nous savons ce qui s'est passé entre l'Ukraine et l'Iran, et beaucoup de gens spéculaient. Peut-être que l'Ukraine essaye de se joindre au combat. Mais l'appel téléphonique entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue ukrainien signifie qu'ils ont essayé de dire à l'Iran « Nous ne voulions pas nous en prendre à vous. Nous voulions viser les Russes. Nous avons mal compris la situation et ils ne savaient pas que c'était un navire iranien. » Ce que je ne crois pas. C'est tellement ridicule. Mais au final, il semble que l'Iran ne va pas répondre à l'Ukraine parce qu'il veut surtout se concentrer sur le détroit d'Ormuz. Pour être honnête, je pense que c'est logique parce que l'Iran n'a pas besoin d'attaquer l'Ukraine. L'Ukraine, la Russie détruit déjà tout et les frappe très durement. Qu'est-ce que l'Iran pourrait faire de plus pour s'ajouter à ces attaques menées par la Russie? C'est pour ça que je ne vois pas l'Iran attaquer l'Ukraine. Cela dépend de la situation. S'ils estiment que l'Ukraine essaie encore de les manipuler, alors ils vont attaquer l'Ukraine. Mais aujourd'hui, à l'issue des réunions que Donald Trump vient d'avoir avec Benjamin Netanyahu et Zelensky, il est sorti en disant que c'était une réunion très positive. Il a publié un message sur son réseau social évoquant ses 2 réunions avec Zelensky et sa réunion avec Benjamin Netanyahu. C'était très positif, très productif. Les commentaires, vous savez, son message montre à quel point c'était positif. Il dit que c'est important. Ce sont des dirigeants puissants, comme il l'a souligné. Et laissez-moi vous lire ce qu'il a dit au sujet de Zelensky. Il a dit « De très bonnes idées. C'est un honneur de rencontrer le président Zelensky d'Ukraine. Beaucoup de choses ont été discutées. La rencontre s'est bien passée. Et dans le cas de Benjamin Netanyahou, il a déclaré « Le Premier ministre israélien, Bibi Netanyahou, ainsi que moi-même et nos représentants, avons eu une très bonne réunion. Évidemment, de nombreux sujets importants ont été abordés. Benjamin Netanyahou a son propre agenda aux États-Unis. Il fait face à de nouvelles élections en Israël et il essaie de... Aujourd'hui, si vous avez vu ce qui s'est passé après la réunion, il a publié une vidéo dans laquelle il parle en hébreu. Son message s'adresse aux Israéliens. Il dit que la réunion a été formidable, que tout s'est bien passé, qu'ils sont tous venus et qu'ils voulaient parler avec nous. Il veut montrer l'importance de sa visite. Il veut améliorer sa position en Israël. Nous savons ce qui se passe en Israël, parce que c'est une question intérieure. Mais c'est très important pour Benjamin Netanyahou. C'est pourquoi cette rencontre avec Donald Trump était si importante. Et Zelensky, ce qu'il cherche avec l'attaque contre l'Iran, c'est à montrer à Donald Trump
que nous avons les capacités de gérer la guerre, d'impliquer l'Iran ou d'attaquer l'Iran dans la mer Caspienne. Voilà le message de Zelensky à Donald Trump. Montrer que nous en sommes capables. Nous ne frappons pas seulement la Russie en profondeur sur le territoire russe. Nous pouvons faire quelque chose dans la mer Caspienne pour faire pression sur l'Iran. C'est le message, à mon avis. Cet appel téléphonique entre le ministre iranien des Affaires étrangères et Zelensky n'est pas si important. Ce qui compte, ce que Zelensky essaie de faire, c'est de convaincre Donald Trump qu'il fait le meilleur travail possible en Ukraine. Peu importe comment il sacrifie tout et tout le monde en Ukraine, il essaye, il veut continuer. Benjamin Netanyahou a son propre agenda avec les prochaines élections en Israël. Ils ne veulent pas faire partie de cette guerre. On l'a vu ces 7 derniers jours, à plusieurs reprises. Israel Katz, le ministre israélien de la Défense, puis Benjamin Netanyahou lui-même, puis Smotrich. Au moins 3 responsables israéliens ont dit que si l'Iran nous attaque, nous les attaquerons, nous ferons ceci et cela. Ils semblent craindre que l'Iran prépare une sorte d'attaque contre Israël, parce qu'ils ne veulent pas que cela arrive. C'est la crainte d'Israël. Ils ne veulent pas qu'une telle attaque se produise. Parce que si cela arrive, cela veut dire qu'ils devront non seulement mener 2 guerres, mais que le Liban se joindra aussi au conflit. Vous voyez le Hezbollah s'impliquer, et il risque d'être attaqué sur 2 fronts, par les Iraniens et depuis le Liban. Ils ne veulent pas revenir à la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvaient. Mais d'un autre côté, Israel Katz donne beaucoup d'informations, aujourd'hui comme hier. Il dit que pendant la guerre, ils n'attaquaient pas l'Iran eux-mêmes, mais que les États-Unis utilisaient leurs armes, leurs avions de chasse ou leurs avions ravitailleurs en Israël pour attaquer l'Iran. Ils coopéraient totalement avec les États-Unis. Je ne sais pas quelle était la raison principale de dire cela, mais ces gens parlent de cette manière. C'est un message adressé aux Iraniens. Et cela signifie que le prochain cycle de guerre peut aussi atteindre Israël. Donc, si on regarde la situation actuelle, prenons le pire scénario possible. Zelensky, qui d'une manière ou d'une autre, étendrait la guerre, avec une escalade dans la mer Caspienne. On verrait l'Arabie saoudite entrer en guerre, Israël s'en mêler, puis l'Iran et la Russie combattre d'une manière ou d'une autre, ensemble, avec l'Ukraine dans la mer Caspienne. Ensuite, le Hezbollah entrerait dans le conflit. Le Yémen, aujourd'hui, est au cœur de cette guerre. Le blocus yéménite contre l'Arabie saoudite écrase son économie. C'est trop tôt. Je pense qu'il faut du temps pour voir les effets ou les conséquences de ce qui se passe avec le blocus yéménite. Aujourd'hui, nous avons vu l'un des pétroliers saoudiens touché par un missile balistique. Ils ont en gros forcé ce pétrolier à rentrer en Arabie saoudite. Voilà ce qui se passe. Et l'escalade, je pense, est en cours pendant que nous parlons. Combien de temps ça va-t-il prendre? Et quelle en sera la nature? Je pense que l'autre point, c'est ce qui se passe en coulisses. Qu'est-ce qui se passe en coulisses? C'est ça la question. Quand je regarde les médias iraniens et la manière dont les responsables iraniens parlent de la situation, quand j'écoute la façon dont Donald Trump parle des pourparlers et des négociations, je ne crois pas tout ce que dit Donald Trump. À chaque fois qu'il fait une déclaration et parle des négociations en cours, tout irait très bien. Or, ce n'est pas le cas. Les sources iraniennes, qui sont à mon avis des sources plus fiables à prendre en compte, disent qu'il ne se passe rien dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis. Nothing of the negotiations is happening between Iran and the United States. The only thing that is happening is these messages back and forth. La seule chose qui se passe, ce sont ces échanges de messages entre les deux parties. Et il ne semble pas que cela mène quelque part. C'est pour ça que vous voyez l'attaque iranienne contre la Jordanie. Mais d'un autre côté, les vraies négociations ont lieu entre l'Iran et Oman.
ils sont en train de définir un nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz. Et ce processus n'a rien à voir avec les États-Unis. Nous ne savons pas. Je suppose que le gouvernement omanais rend compte des négociations aux États-Unis ou les tient informés de ce qui se passe dans le cadre des négociations en cours. Mais au vu des négociations entre les deux parties, l'Iran et Oman, les États-Unis ne participent pas à ces négociations et n'y exercent aucune influence. L'Iran est essentiellement en train de redéfinir ou d'essayer d'une manière ou d'une autre de régler la question entre l'Iran et Oman à travers le dossier du détroit d'Ormuz. Ce sont les vraies négociations qui se déroulent pendant que nous parlons. L'autre point, c'est que les Iraniens ont le sentiment qu'il n'y aurait pas d'option viable dans la situation actuelle avec Donald Trump. Je ne sais pas quels sont, nous ne savons pas quels sont, les messages que Donald Trump envoie aux Iraniens. Et est-ce qu'il s'agit au fond des mêmes conditions, des mêmes clauses du protocole d'accord ou de quelque chose d'autre? Nous ne le savons pas. Mais il semble que les Iraniens ne soient pas satisfaits des messages qu'ils reçoivent. C'est pourquoi, comme vous le voyez, ils estiment devoir prendre les devants. Ils doivent détruire les munitions américaines en Jordanie. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'Iran fait cela. Et je pense que tout va se décider sur le champ de bataille. La guerre, nous faisons face à une guerre longue en Asie occidentale. Et ce qui pourrait influer sur la durée, ou disons sur le calendrier de cette guerre, à mon avis, ce serait le niveau de préparation des pays du CCG, comme l'Arabie saoudite, pour absorber les attaques. Les attaques contre l'Arabie saoudite peuvent être dévastatrices pour le pays. Nous le savons. L'autre problème pour les États-Unis et l'Arabie saoudite, ce sont les systèmes de défense aérienne. Ce soir, nous avons vu des images diffusées qui montrent que quelque chose comme 6 ou 7 intercepteurs ont été utilisés en Jordanie pour frapper l'un des missiles en approche. Ils ont intercepté ce missile. Ces images montrent qu'au moins 2 de ces missiles ont été interceptés. Et c'est ce qui se passait. Cela signifie qu'ils ont besoin. Ce n'est pas seulement une question de 2 contre 1, de 2 intercepteurs pour abattre un missile. Cela signifie qu'ils ont besoin de beaucoup d'intercepteurs pour continuer ce combat. Et si les informations sur les stocks des États-Unis reflètent d'une manière ou d'une autre la réalité ou s'en approche de ce qui se passe aux États-Unis, cela signifie qu'ils n'ont pas les capacités de poursuivre la guerre comme elle se déroulait en Ukraine. Rappelez-vous, l'ensemble de l'OTAN, tous ces pays membres de l'OTAN réunis, les pays européens avec les États-Unis, ont soutenu l'Ukraine pendant 4 ans de guerre. On approche des 4 ans et demi et on approche des 5 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais le problème, c'est que l'Ukraine a encaissé énormément de dégâts. Elle a beaucoup souffert pendant la guerre. Aucun de ces pays du CCG n'est prêt à faire ça. S'il le faisait, il n'y aurait plus de pays dans le Golfe Persique. Ils seraient totalement détruits. C'est ça le problème. Aucun de ces pays n'est même comparable à ce que l'Ukraine a été capable de faire. L'Ukraine s'est sacrifiée. Selon certaines estimations, plus de 2 millions de soldats ont été tués pendant la guerre. Qui a autant de gens? Les infrastructures ont été détruites. La Russie a été, d'une certaine manière, très prudente pour ne pas frapper les infrastructures dans l'ouest de l'Ukraine. Ce n'est pas le cas dans la guerre en cours en Asie occidentale. Dès qu'ils attaquent et frappent, on voit comment la guerre se déroule avec l'Arabie saoudite. Ils attaquent le Yémen. Et on voit le Yémen attaquer Aram Sfumik, Wafid et Rafiqo. Ce n'est pas comme ça que les choses se passaient pendant la guerre. Ça a été le cas pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et même le nouveau blocus, qui est récent, le blocus russe sur Odessa, qui coupe l'Ukraine de la mer Noire, je pense que cela pourrait avoir un impact énorme.
énorme sur son économie à mesure que le temps passe. La situation devient tellement désespérée. En regardant le visage de Zelensky aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les photos d'aujourd'hui. Sur l'une d'elles, il parle avec Benjamin Netanyahou, et on voit qu'il est très inquiet, parce qu'il n'y a aucune issue pour Zelensky dans cette guerre. Il doit l'intensifier, il doit fusionner les guerres. Et c'est ce qui se passe dans son esprit, parce qu'il pense que s'il fusionne les guerres et les combine, alors vous aurez l'Ukraine avec Israël, comme vous l'avez vu aujourd'hui lors de la rencontre. Donald Trump rencontre Zelensky et Benjamin Netanyahou. Cela montre les deux fronts dont Donald Trump se préoccupe en ce moment et auxquels il se prépare. Seront-ils assez puissants pour vaincre la Russie et l'Iran réunis? Ce n'est pas seulement la Russie et l'Iran, c'est tout l'axe de la résistance, avec la Russie. Si Zelensky décide de le faire, si Donald Trump décide d'y associer Zelensky, parce que personne d'autre ne peut faire cela en mer Caspienne. Personne d'autre. L'Azerbaïdjan ne va pas entrer en guerre. Ils le savent. S'ils font quoi que ce soit, ils seront dévastés. Vont-ils se sacrifier? Non. Je pense qu'ils vont être rationnels. Ils vont être logiques. Même pendant la guerre, on ne voit pas ce genre de belligérance. Ils ne voulaient pas en faire partie. Et pas seulement l'Azerbaïdjan. La Turquie, c'était pareil. La Turquie n'a pas fait grand-chose. Les États-Unis utilisaient les bases, ou bien Israël utilisait les bases, pour espionner et obtenir des informations. Mais rien qui concerne, vous savez, l'escalade en cours. Même dans le cas de la Turquie, ils ont utilisé les radars en Turquie pour obtenir davantage d'informations ou pour prévoir, notamment avec les systèmes d'alerte précoce, l'arrivée des missiles iraniens vers Israël. Les bases en Turquie étaient importantes pour eux. C'est ce qui se passe. Donc l'alternative pour Donald Trump, s'il décide d'escalader, ce serait Zelensky, qui tenterait, vous savez, de couper ou de perturber la liaison entre la Russie et l'Iran, dont nous savons qu'ils sont en communication permanente. Ils font des allers-retours, et les armes, quelles qu'elles soient, les cargos qui circulent entre les deux pays. Donc Zelensky peut proposer une sorte de nouvelle option, parce que là, imaginez, il propose aux États-Unis en disant « J'ai cette capacité, je peux intervenir, je peux changer la donne. » Mais combien de temps lui faudrait-il pour faire cela? Et à quel point ce serait efficace? Je pense que c'est une grande question. Je ne vois pas Zelensky parvenir en utilisant des drones. C'est trop pour Zelensky. C'est trop pour Zelensky. Je le crois. Et l'autre point, c'est les États-Unis en Asie occidentale. Je pense que les populations des pays du CCG ne peuvent pas subir, pendant aussi longtemps, la dévastation qui s'est produite en Ukraine. Ils ne savent pas comment se battre. Ils ne connaissent pas la clé. Vous savez, ils ne savent pas se battre avec des forces au sol. Ils n'ont aucune sorte de, vous savez. Mais quand il s'agit de l'armée de l'air, ils ont les avions de chasse américains. Ils peuvent frapper certaines cibles en Irak, en Iran. Nous avons eu des informations, même pendant la guerre entre l'Iran et les États-Unis, selon lesquelles l'Arabie saoudite, peut-être Bahreïn et le Koweït, se sont joints au combat et ont frappé certaines cibles dans le sud de l'Iran. Cela a été rapporté. Ce n'était pas si important pour l'Iran, parce qu'en même temps, l'Iran attaquait et frappait les bases américaines dans ces deux pays. Mais ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent frapper absolument n'importe quel endroit en Arabie saoudite. Voilà ce qui se passe. Et l'Arabie saoudite entre dans le conflit. Et ce sera la conséquence de cette nouvelle initiative de leur part. Et l'autre point qui est très important, à mon avis, c'est le comportement du gouvernement qatari. Le Qatar. La douleur que ressent aujourd'hui l'Arabie saoudite, c'est celle que le gouvernement qatari ressentait depuis le premier jour de la guerre, le 28 février, quand la guerre a commencé.
Puis soudainement, l'Iran a décidé de fermer le détroit d'Ormuz. Ils étaient sous une pression énorme parce qu'ils n'ont aucune liaison avec la mer Rouge, ni avec aucun autre canal ou détroit pour exporter leur pétrole, leur GNL, ou vous savez, leurs produits. Donc, ils ne veulent pas faire partie de cela. Et de l'autre côté, les Israéliens les attaquent comme s'ils avaient dit qu'ils en faisaient partie. Aujourd'hui, on a appris de Naftali Bennett en Israël. Il a dit que, le 7 octobre, il coopérait avec le Hamas dans le cadre du 7 octobre et de l'attaque contre Israël. D'un autre côté, l'autre point qu'a mentionné Naftali Bennett, c'est que s'il est élu Premier ministre d'Israël, il va les désigner comme l'un des principaux ennemis d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, chaque fois qu'ils décideront d'attaquer le Qatar, ils attaqueront le Qatar. Cela signifie littéralement qu'Israël, si Naftali Bennett l'emporte. Cela veut dire que, si le Qatar est l'ennemi d'Israël, parce qu'il a dit qu'il soutenait le Hamas, et pas seulement le Hamas, qu'ils sont en contact avec les gardiens de la révolution islamique en Iran et qu'ils les soutiennent. Il a dit « J'ai reçu des renseignements, des informations, selon lesquelles ils coopèrent avec l'Iran. » Ce qui est absurde à mon avis. Il invente tout simplement des choses. Je ne sais pas quelles sont ses sources. Rien de ce genre ne se passe entre l'Iran et le Qatar, du moins entre l'Iran et le Qatar. Quiconque connaît la politique iranienne, quiconque connaît la réalité des relations entre l'Iran et le Qatar, le soulignerait, vous savez, sur cette question, cette affaire importante. Et ils défendent leur position sur le Qatar, vous savez, pour l'avenir. Et c'est toute la complexité. Regardez la région. Imaginez simplement ce qui se passe. Toutes ces attaques ont lieu. L'Iran attaque. Comme on en parlait, l'Iran attaquait il y a quelques heures, il y a 2 heures, le Kurdistan irakien, parce qu'il y avait certains rapports au Kurdistan irakien. Le système Patriot, ou le système de défense aérienne, a été activé dans cette région, parce que des drones iraniens s'y rendaient pour frapper certaines cibles. Donc si l'on regarde l'Irak, une partie de l'Irak est opposée à l'axe de la résistance. C'est le Kurdistan irakien, dont l'Iran s'occupe en quelque sorte. Et nous avons là-bas une base américaine, la base aérienne d'Al-Harir, dans cette zone. Les États-Unis utilisent aussi cette base aérienne pour attaquer l'Iran. La résistance irakienne, vous savez, répond aux attaques américaines aujourd'hui et hier. Et là, dans les prochaines heures, nous allons voir son attaque contre l'Arabie saoudite. Je pense que dans les prochaines heures, vous allez voir du feu, vous savez, des colonnes de fumée, s'élever depuis l'Arabie saoudite. Toutes ces installations vont être frappées dans les prochaines heures. Et le Yémen, jusqu'à présent, nous ne l'avons pas vu se joindre au combat. Je suppose qu'il va se joindre au combat. Et quand on regarde la région, tout est, vous savez, dans une sorte de chaos. Honnêtement, la seule façon de mettre fin à ce chaos, c'est de discuter. Ils doivent discuter. Il n'y a aucun moyen de sortir de ce chaos dont personne ne tirerait profit. Je me suis trompé. Je pense qu'un pays tirerait profit de ce chaos. Israël. Les États-Unis combattent l'Iran. L'Iran combat l'Arabie saoudite. L'Irak attaque l'Arabie saoudite. L'Iran attaque le Kurdistan irakien. Le Yémen attaque l'Arabie saoudite. L'Iran attaque Bahreïn et le Koweït. Tout cela vise à créer le chaos dans la région, ce qui servirait l'agenda israélien. Si vous êtes des acteurs rationnels, vous devez parler. Vous devez vous asseoir. Vous devez mettre vos différents côtés. L'Arabie saoudite doit apprendre. Vous attaquez la résistance en Irak. Qu'ont-ils à perdre? Ils vont vous frapper durement. La même chose s'est produite. Ils n'ont rien appris du conflit entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Ils continuent à répéter les mêmes erreurs, comme s'ils allaient obtenir un résultat différent avec cette nouvelle initiative. Vous savez, l'attaque saoudienne contre le Yémen
En quoi a-t-elle bénéficié à l'Arabie saoudite? L'attaque saoudienne contre le Yémen n'a apporté aucun bénéfice. Et ce sera la même chose avec l'Irak. Et au lieu de faire ça, il faut parler, il faut négocier, il faut voir quels sont les problèmes. Et je pense que c'est la seule façon de sortir du chaos qu'ils sont en train de créer dans la région. Je ne sais pas si Donald Trump, si les États-Unis veulent poursuivre cette guerre. Combien de temps veulent-ils la continuer? Quel est l'objectif principal des États-Unis? La raison pour laquelle les États-Unis ont décidé d'annoncer une sorte de pause, celle qui est en cours en ce moment, c'est qu'ils n'ont pas de cible stratégique dans le sud de l'Iran, ni dans l'ouest de l'Iran. Ils rencontrent d'énormes difficultés s'ils tentent d'utiliser leurs avions de combat pour pénétrer profondément en territoire iranien à cause des nouveaux systèmes de défense aérienne de l'Iran. Imaginez, il faut se rappeler qu'au début de la guerre, l'Iran n'était pas capable d'intercepter, par exemple, les missiles Tomahawk ou les missiles balistiques qui entraient sur son territoire. Les nouveaux systèmes de défense aérienne dans le sud et l'ouest de l'Iran ont été, je suppose, améliorés d'une manière ou d'une autre dans toutes les régions du pays. Et vous voyez les interceptions de missiles de croisière. C'est nouveau. S'ils peuvent abattre un missile de croisière, cela signifie qu'ils peuvent facilement abattre des avions de chasse américains, s'ils entrent à leur portée. Cela signifie qu'ils vont abattre des avions de chasse américains. Alors, que peuvent faire d'autre les États-Unis? Ils peuvent utiliser les HIMARS, comme ils le faisaient. Ils peuvent de nouveau utiliser les avions de chasse pour attaquer le sud et l'ouest de l'Iran. En quoi ça va les aider? Je ne vois pas. C'est pour ça que les États-Unis ont décidé d'arrêter d'attaquer l'Iran. Donc cette guerre ne semble pas aider les États-Unis du tout. Mais comme on l'a vu, Donald Trump n'est pas un acteur rationnel et il n'est pas disposé à négocier sérieusement avec qui que ce soit. Il n'y a aucun sérieux. C'est pour ça que la guerre en Ukraine continue. Vous parlez avec Zelensky. Vous pensez peut-être pouvoir, vous savez, combattre la Russie. Je ne sais pas combien de temps. L'Ukraine peut-elle survivre dans les conditions actuelles? C'est nouveau pour l'Ukraine. Imaginez un peu. Je ne serais pas surpris que, cet hiver, l'Ukraine dise d'une manière ou d'une autre, « C'est fini. Nous n'allons pas continuer. » Parce qu'avec le temps, cela va devenir douloureux pour l'Ukraine. Odessa est sous blocus russe, et Nikolaïev le sera bientôt. Plus aucune importation, plus aucune exportation. Ils doivent utiliser la frontière avec la Pologne. La Russie peut aussi isoler cette frontière si elle décide de s'en prendre stratégiquement à cette liaison entre l'Ukraine et la Pologne. Ce sera total, ce sera dévastateur pour l'Ukraine. L'isolement de l'Ukraine, de la partie occidentale de l'Ukraine. Voilà ce qui se passe. Dans le cas de l'Iran, je pense que les deux parties, l'Iran et la Russie, comprennent parfaitement que tant que cette guerre se poursuivra encore et encore, elles céderont mutuellement. Pas en s'entraidant au sens où elles viendraient se battre ensemble. Cela signifie que tant qu'elles continueront la guerre contre l'Ukraine et que l'Iran continuera la guerre contre les États-Unis, elles vont épuiser les stocks américains. Les Russes et les Iraniens l'ont parfaitement compris. Je ne doute pas qu'ils en aient parlé. Ils ont évoqué la manière de, vous savez, diminuer ou affaiblir d'une façon ou d'une autre les États-Unis au fil du temps. On ne peut y parvenir que par deux moyens. J'imagine que l'Iran et la Russie parlent de ces moyens-là. L'un d'eux, ce sont les quantités. Les États-Unis vont-ils produire des missiles, des intercepteurs? À quel rythme vont-ils les produire? Seront-ils capables d'aller assez vite, alors que leur stock s'épuise à cause des conflits en cours? C'est l'une des principales questions aujourd'hui.
L'autre point, c'est la manière dont l'Iran peut exercer une pression énorme sur les États-Unis en utilisant le détroit d'Ormuz. En utilisant, vous savez, par exemple, Bab el-Mandeb, où les Yéménites essaient de faire pression sur l'Arabie saoudite. Voilà la nouvelle équation. Que se passe-t-il avec le marché du pétrole qui monte et qui descend? Il faut comprendre que le chiffre affiché sur le papier est totalement déconnecté de la réalité, du vrai prix du pétrole. Sur le papier, ils disent 4,28, puis 4,20 et ainsi de suite, $100 le baril. Mais en réalité, c'est 140, $150 le baril. C'est ça, la réalité. Ce qui est affiché sur le papier et ce qui se passe réellement, ça ne correspond pas. Ça n'a rien à voir. Et c'est parce que les États-Unis dominent le marché boursier. Ils influencent cela. Ils peuvent le manipuler psychologiquement. Mais ça ne change pas la réalité du pétrole. Les gens qui achètent du pétrole vont payer entre 140 et $150 le baril. C'est la situation. J'ai essayé de la décrire comme je la comprends. La guerre, d'après ce que je comprends, il n'y a pas eu d'attaque. Il n'y a pas eu de nouvelles attaques pendant que nous parlions. Et là, les gardiens de la révolution viennent d'annoncer. Nous avons visé une base aérienne américaine et un centre de commandement en Jordanie avec des missiles balistiques, en réponse à l'agression américaine. Et nous avons averti que nos opérations se poursuivraient tant que les menaces et les actions hostiles contre l'Iran persisteraient. En gros, ils disent que les États-Unis ne nous ont pas attaqués. Nous agissons de manière préventive. Toutes ces attaques sont préventives. Et nous les devançons. C'est important, parce que l'Iran fait évoluer sa stratégie d'une posture défensive à une posture préventive. Et avec le temps, ils vont s'adapter. Ils vont redéfinir leur stratégie et la manière dont elle sert au mieux leurs intérêts, vous savez. Voyons ce qui va se passer. Je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de nouvelles attaques en Irak. Mais je suppose que, dans les prochaines heures, nous allons voir des attaques dans le sud de l'Iran. Ils vont de nouveau attaquer les États-Unis dans les prochaines heures. Ils vont attaquer l'Iran, peut-être demain soir, ou peut-être dans les prochaines heures. Et cela veut dire que l'Iran va attaquer de nouveau. Le chaos est en train de se produire pendant que nous parlons, et le marché pétrolier va empirer. C'est évident. Je pense qu'on peut être sûr à 100% que le pétrole va augmenter. Je parle du prix réel du pétrole, pas de son prix sur le papier, parce que l'Arabie saoudite a rejoint la guerre. Et elle va être frappée de tous les côtés, essentiellement par le Yémen et par l'axe de la résistance en Irak. Elle ne sera pas vraiment capable de se défendre. Nous le savons, parce que nous avons vu les conséquences des attaques yéménites et irakiennes contre l'Arabie saoudite. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Demain, je vais en parler avec nos experts dans ce podcast. Nous aurons 4, 5 ou 6 podcasts demain. C'est toujours un grand plaisir. Et à très bientôt. Great pleasure as always, and see you soon.